Chères participantes et chers participants, nous passons maintenant à la deuxième partie traitant des technologies nucléaires. Nous allons voir tout d'abord une revue des différentes générations de réacteurs nucléaires. Nous ferons une brève information sur la génération 3 qui serait envisageable en Suisse en cas de nouvel investissement. On parlera ensuite de la génération future, la génération 4, toujours des réacteurs à fission. Et puis ensuite, on montrera un exemple de réacteur du futur à l'horizon 2040, le réacteur à sel fondu. Ensuite, on parlera des déchets radioactifs à stocker, on parlera des coûts, et finalement un retour sur les avantages et inconvénients des générations 2 et 3, qui sont celles qu'on peut envisager à l'heure actuelle. Nous distinguons donc 4 générations de réacteurs nucléaires de fission. La génération 1 regroupe les premiers prototypes de réacteurs dont la puissance allait jusqu'à quelques centaines de mégawatts et qui d'ailleurs ne sont plus en service. La génération 2 regroupe pratiquement tous les réacteurs actuels avec des puissances qui, pour les centrales les plus récentes, dépassent les 1000 mégawatts, c'est-à-dire sont de la taille de grosses centrales à charbon. Pour la génération 3, il n'en existe que quelques-uns en opération, mais d'autres sont en construction, dits de génération 3+, comme l'EPR de Flamanville en France ou celui en construction sur une île en Finlande, et il dépasse les 1500 mégawatts de puissance. Enfin, à l'étude, on a des réacteurs de génération dits 4 qui ne pourraient guère être opérationnels en Suisse avant 2040 si la Suisse décidait d'ouvrir à nouveau la possibilité de centrales nucléaires. Les 3 premières générations sont basées sur l'utilisation de l'uranium naturel comme combustible, dont il n'utilise que moins de 1% du potentiel, et ce pour des raisons historiques et économiques. Comme nous l'avions vu, les combustibles nucléaires sont peu chers en comparaison avec les autres coûts, et chaque fois qu'une ressource est abondante et bon marché, l'homme ne fait guère d'efforts pour l'utiliser efficacement. La génération 3 et 3+, vise essentiellement à augmenter la sécurité, soit par un refroidissement passif, par thermosiphon, c'est-à-dire sans pompe nécessitant de l'électricité, soit avec jusqu'à 4 systèmes de refroidissement indépendants, comme dans le cas de l'EPR français, soit encore en doublant les enceintes de confinement, ou toutes ces mesures à la fois. La puissance est augmentée à plus de 1500 MW, mais l'efficacité d'utilisation n'est que faiblement augmentée. Les réacteurs de génération 4 sont en phase de développement et pourraient être commercialisés à partir des années 2030-2040, mais en Suisse 2040. Il existe plusieurs concepts assez différents et peut-être un peu trop de concepts pour que le développement soit assez rapide. Les objectifs sont, pour la plupart, d'augmenter l'efficacité en se basant sur le concept de surgénération et ou des cycles thermodynamiques à plus haute température. La surgénération permet de réutiliser directement une partie des composants radioactifs qui se forment dans le cœur du réacteur, comme le plutonium, et ainsi d'obtenir de 50 à 80 fois plus d'électricité par kilo d'uranium. Cette meilleure utilisation de l'uranium permettrait de réduire considérablement les déchets, tout en diminuant leur durée de vie. Certaines de ces technologies devraient être bien plus sûres, plus résistantes à la prolifération et devraient également permettre d'utiliser un autre combustible naturel, le thorium. Voyons maintenant un exemple de réacteur nucléaire à sel fondu, ou en anglais Molten Salt Reactor. C'est un concept de réacteur nucléaire dans lequel le combustible nucléaire se présente sous forme liquide, dissous dans du sel fondu, qui est entre 600 et 900 degrés, et qui joue le rôle de modérateur, de caloporteur et de barrière de confinement. Le concept a été étudié
avec un réacteur expérimental pendant les années 1960, puis délaissé dans les années 70, faute de financement et malgré des résultats probants. À partir des années 2000, il est à nouveau évalué dans le cadre du Forum international Génération 4. Sur ce graphique, on voit en gris le réacteur qui n'est pas sous pression comme les autres réacteurs actuels. On voit le circuit de sel fondu avec le combustible dissous, c'est ce circuit-là, circuit qui passe par un échangeur de chaleur, une pompe, passe également dans une usine de retraitement, qui est ici représentée en gris, et ensuite le sel fondu purifié retourne dans le réacteur. Notons ici la présence d'un bouchon refroidi, c'est du sel refroidi par réfrigération, et qui est destiné à fondre en cas d'absence d'électricité pour laisser le sel fondu avec son combustible être récupéré dans des réservoirs de secours. Il est prévu un circuit secondaire, aussi avec du sel fondu, mais sans combustible, pour permettre le transfert de la chaleur du réacteur vers la boucle de travail, le fluide de travail qui est de l'hélium, qui travaille dans des turbines ici et qui revient à cet échangeur de chaleur. Et ce sont ces turbines qui finalement entraînent le générateur et produisent de la puissance électrique. Ce type de réacteur pourrait être alimenté aussi avec du thorium, qui est plus abondant sur Terre que l'uranium, ou même en recyclant une partie de nos déchets nucléaires issus des générations précédentes de réacteurs. Les coûts de développement et d'homologation d'une nouvelle technologie avec des problèmes potentiels de corrosion des matériaux ont freiné le développement de ce type de technologie jusqu'à maintenant. Parlons maintenant des déchets et de leur stockage. C'est un des éléments controversés, cette question des déchets radioactifs qui proviennent des combustibles usagés et du démantèlement futur des centrales. Les déchets sont pour l'instant stockés en surface dans des sites spécialisés, mais la Suisse prévoit de mettre les premiers déchets en stockage souterrain permanent dès 1940. On distingue les déchets à haute activité et les déchets à faible et moyenne activité. La responsabilité de leur stockage est confiée à un organisme particulier, la NAGRA, qui a pour l'instant identifié 3 sites potentiels en Suisse. En Suisse, nous aurons produit en tout environ 7300 mètres cubes de déchets hautement radioactifs, ce qui représente le volume de 7 maisons individuelles. Donc ce n'est pas énorme, mais il faut ensuite les stocker sur des dizaines de milliers d'années. Pour les déchets de faible et moyenne activité, il faut compter environ 100 000 mètres cubes de déchets, dont un tiers environ provient de la médecine, de l'industrie et de la recherche. Et cela représente le volume d'un cube de près de 50 mètres de côté. Ce graphe représente dans le temps la baisse de radioactivité des déchets nucléaires hautement radioactifs. La ligne verte indique le niveau de radiotoxicité correspondante au minerai du uranium. La courbe bleue correspond aux déchets qui ne sont pas retraités, c'est-à-dire qui ne sont par exemple pas envoyés à l'usine de retraitement de La Hague en France comme nous le faisions. On voit qu'il faut à peu près 100 000 années pour atteindre le niveau de la ligne verte. C'est donc cette courbe bleue et on a à peu près à 100 000 années, on retrouve
la radiotoxicité de l'uranium naturel. Si le combustible est retraité comme il l'était chez nous jusqu'à récemment, il ne faut plus qu'environ 10 000 ans pour atteindre le niveau de radioactivité du minerai. C'est la courbe rouge. Par contre, si dans le futur, nous envisagions des centrales de génération 4 comme nous l'avons vu, il serait possible de ramener ce temps à quelques centaines d'années par ce qu'on appelle une transmutation de ces déchets, et c'est la courbe brune. L'Europe produit 40 000 mètres cubes de déchets radioactifs par année, dont 90% est à faible radioactivité, 7% à moyenne radioactivité et 3% à haute radioactivité, ça représente 95% des radiations. Et l'énergie thermique résiduelle représente à peu près 2 kW par mètre cube. Environ un tiers des centrales nucléaires devraient être fermées d'ici 2025. Les estimations de la Commission européenne parlent de 118 milliards manquants pour couvrir les frais de démantèlement et de stockage, mais des chiffres très divergents circulent. Le modèle actuel de gestion de ces déchets prévoit 2 dépôts profonds, un dépôt pour les déchets de haute activité et un autre pour les déchets de faible et moyenne activité. Les dépôts seront implantés dans des formations géologiques adéquates à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Selon le type de déchets à accueillir, ils seront constitués de galeries et de cavernes de stockage, d'un dépôt pilote destiné à la surveillance d'une partie représentative des déchets, d'un laboratoire souterrain de différentes infrastructures et d'un tunnel ou un puits d'accès. Durant les phases de construction et d'exploitation, des bâtiments seront en outre nécessaires en surface. Les déchets y seront acheminés puis conditionnés en vue du stockage final. Dans le dépôt proprement dit, un système de barrières techniques en cascade confine les déchets et garantit une protection de l'homme et de l'environnement. Parmi les barrières de sûreté, on compte par exemple un conditionnement adéquat des déchets et le comblement des galeries. Après une phase de surveillance, les dépôts et leur accès seront comblés et définitivement scellés. La fermeture se fera par étapes, séparées par des phases d'observation. En Suisse, le stockage est prévu dès 2040, soit 70 ans après la première mise en service de nos centrales, et nous passons internationalement pour de bons élèves. La désaffectation des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs englobent toutes les activités jusqu'à la remise du sol dans son état d'origine, on parle de réhabilitation, et la fermeture des dépôts en couches géologiques profondes. Ce schéma montre les activités à effectuer jusqu'à la fermeture des dépôts en couches profondes et les coûts qui y sont liés. C'est sur une base de prix de 2011. La totalité des coûts pour la phase de post-exploitation, le démantèlement et la gestion des déchets radioactifs est en principe compris dans le prix de l'électricité d'origine nucléaire, suivant le principe de causalité. On les estime à 20,7 milliards de francs, même s'il existe encore une marge d'incertitude. Sur une durée d'exploitation de 50 ans, ces coûts devraient être de l'ordre d'environ 1 centime par kilowattheure produit. Parlons maintenant des coûts. Il existe une vaste palette de coûts mentionnés dans la littérature et les débats. Une référence sérieuse est le dernier rapport de la Cour des comptes française qui a chiffré le coût à 5,9 centimes d'euros par kilowattheure, soit environ 6,2 centimes suisses par kilowattheure pour les centrales existantes après leur mise en conformité suite à l'accident de Fukushima. En Suisse,
ces coûts ne peuvent être que plus élevés, mais là, de nouveau, des différents coûts circulent. Il est intéressant de les mettre en perspective avec les coûts actuels de l'électricité sur le marché européen. Ce diagramme, à droite, montre l'évolution du prix entre minuit et 21 heures, un jour de janvier, le 30 janvier 2017 dans ce cas. Les barres grises donnent la puissance développée en Allemagne par les centrales conventionnelles, charbon, lignite, gaz et nucléaire. Les barres vertes et jaunes indiquent la production éolienne et solaire. C'est la courbe rouge ici qui indique l'évolution des prix en cours de journée de minuit à 21 heures ici, avec l'échelle de droite. Et on voit donc que l'évolution de ces coûts varie entre 4 et 5,5 centimes d'euros par kilowattheure. Ce qui montre qu'à l'heure actuelle, la production nucléaire est déficitaire, même en hiver, avec peu de solaire, et c'est malheureusement le cas d'une partie de notre hydraulique. Qu'en est-il d'une future centrale qui ne pourrait à ce stade qu'être de génération 3+, si d'aventure la Suisse décidait d'en construire une dans les 15 à 20 prochaines années? La seule référence sûre que nous ayons est le contrat récemment signé entre EDF Energy et le gouvernement britannique. Il prévoit un coût de 11,4 centimes suisses par kilowattheure, garanti sur plus de 2 décennies et indexé. On peut donc estimer que les coûts devraient se situer dans une fourchette allant de 9 à 13 centimes d'euros. Compte tenu des risques économiques, ces coûts peuvent être considérés comme très élevés si on les compare avec les projections de coûts des renouvelables, même avec stockage. Il est temps de faire une synthèse des avantages et des inconvénients des technologies de réacteurs actuels pour la Suisse. Parmi les avantages, il convient de relever l'indépendance de l'étranger sur 2 ou 3 ans, car les barres de combustible peuvent être aisément stockées. Ceci permettrait par exemple de produire dans une phase de crise internationale majeure, empêchant un approvisionnement de l'étranger. Par ailleurs, et sauf imprévu, on peut dire que la production est quasi assurée en continu, ce qui est particulièrement utile en hiver, car c'est pendant cette période que l'hydraulique au fil de l'eau et le solaire produisent très peu. Dans un contexte de préoccupation concernant le réchauffement de la planète, les émissions de gaz à effet de serre résultent essentiellement de la phase de construction et sont très faibles. Enfin, la compacité des centrales fait qu'elles n'ont qu'une empreinte faible sur les paysages si on exclut l'impact des lignes à haute tension nécessaires à toute production d'importance. Pour ce qui est des inconvénients, nous avons surtout le risque d'accident, qui représente en Suisse une faible probabilité, mais pourrait provoquer des dégâts physiques et économiques considérables. Ce sont aussi des installations potentiellement privilégiées pour des attentats terroristes. Le deuxième point très important est le stockage des déchets sur des milliers d'années, comme nous l'avons vu, sans oublier l'acceptation des dépôts par les populations concernées. Nous avons vu aussi que les centrales envisageables à moyen terme auraient des puissances importantes, donc représenteraient des investissements très élevés à très long terme de l'ordre d'une dizaine de milliards et donc des risques économiques et techniques élevés. Par ailleurs, la structure de production est peu flexible d'un point de vue économique puisque le combustible ne représente que quelques 15% des coûts. Une telle décision impliquerait de longs délais de mise en œuvre. En l'état de la technique, ce type de centrale comporte un risque de prolifération nucléaire et implique aussi des rejets radioactifs dans la chaîne de traitement des minerais jusqu'au retraitement éventuel. Par ailleurs, la Suisse, à ce stade,
n'a pas de ressources propres en uranium et dépend donc de l'étranger pour son approvisionnement à moyen et long terme. On a vu que l'énergie nucléaire représente environ 11% de l'électricité mondiale et 39% en Suisse. Plusieurs incidents liés à la génération 2 ont affaibli sa position dans les années récentes. L'avènement de réacteurs de génération 3 et 3 s'avère plus laborieux et coûteux que prévu. Les perspectives économiques à court et à moyen terme sont défavorables. Des incertitudes existent quant au démantèlement et au stockage à long terme. De nouveaux concepts dits de génération 4 sont prometteurs, mais pour la Suisse pas avant 2040.